On va aborder la question. Merci. On va aborder la question donc, de la santé outil numérique. Alors, vous verrez, ma présentation va se découler un petit peu en deux temps. Je vais d'abord un peu poser le cadre. Je vais vous donner quelques chiffres. Je ne vais pas trop vous assommer avec, j'espère, mais je vais vous donner d'abord quelques chiffres sur la réalité de l'usage du numérique en 2021. Et j'aborderai après des points spécifiques de la santé, mais la santé en général, pas forcément la santé au travail, parce que vous verrez qu'avec le numérique, la frontière est de plus en plus floue. Donc, alors, déjà, outils numériques. Quand on parle d'outils numériques, on parle également des technologies de l'information et de la communication. En fait, elles sont définies comme l'ensemble des outils et des ressources qui permettent de recevoir, d'émettre, de stocker, d'échanger ou de traiter des différentes informations et des connaissances entre les individus. La société actuelle valorise les technologies du numérique dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans la sphère familiale, scolaire, professionnelle, dans les loisirs, la sphère administrative. On peut dire qu'il est désormais impossible de se passer de ces technologies. Sans le numérique, par exemple, nous n'aurions pas pu réaliser ce colloque. Donc, voilà un premier chiffre que je voulais vous donner. En fait, vous voyez là ce chiffre de 142 milliards. C'est le nombre d'emails qui sont envoyés dans le monde par jour en 2021. De ce chiffre sont exclus les spams et les bots et tout ce qui est un petit peu automatisé, sinon on pourrait le doubler. On arriverait à 250 milliards d'emails échangés par jour. D'autres chiffres, par exemple les SMS. Par jour, il y en a 30 milliards qui sont envoyés. Pour les possesseurs de téléphones intelligents, les smartphones, il y a un demi-milliard d'applications mobiles qui sont téléchargées par jour à travers le monde. Et par exemple, sur YouTube, vous avez 720 000 heures de nouveaux contenus qui sont mis en ligne par jour. Ça donne un petit peu une dimension de l'ampleur que ça peut avoir. Alors en France, où en est-on par rapport à cette utilisation? Alors, vous avez là une représentation d'une décennie de transformation numérique. On voit l'évolution du nombre d'internautes en France entre 2009 et 2019. Ça a pratiquement doublé, de la même manière que pour les acheteurs en ligne. Et là, vous avez des données de 2019 qui, dans ce domaine, peuvent très vite devenir obsolètes. Regardez par exemple le temps passé sur Internet. Il était d'1h30 en moyenne par personne par jour. En 2009, il est passé en 2019 à 4h48. Mais j'ai des chiffres de 2020, c'est passé à 5h10 en fait. À cela, il faut ajouter qu'en 2020, vous avez 58% des Français qui sont des utilisateurs actifs des réseaux sociaux et que le temps passé sur les réseaux sociaux en 2020 est d'1h36 en moyenne par jour, ce qui correspond en fait au temps total sur Internet de 2009. Ajoutons également que les équipements sont de moins en moins coûteux, les interfaces utilisateurs sont de plus en plus simples, et que beaucoup de ces outils sont maintenant conçus comme une sorte de prolongement de l'individu, une extension de lui-même, créant une véritable identité numérique. Et pour cela, il y a un outil qui est plébiscité, c'est le smartphone. On voit l'évolution du smartphone entre 2009 et 2019. On est passé de 12% à 81%. Il faut savoir que sur les 5 heures d'utilisation quotidienne, actuellement, la moitié de ce temps est fait sur les smartphones. 80% des Français sont équipés. Si on cible certains profils générationnels, les 18-24 ans, par exemple, pour eux, le taux d'équipement est à 95%. Donc, jamais sur mon smartphone. 97% des possesseurs l'utilisent quotidiennement. Un utilisateur moyen de smartphone va subir dans son activité quotidienne, qu'elle soit professionnelle ou privée, entre 500 et 100 interruptions qui sont liées à la survenue de sollicitations externes. SMS, appels, notifications. Donc là, on parle juste de l'utilisation du smartphone. On peut imaginer que quand on est entre guillemets multitâche, on a l'ordinateur, le smartphone, voire encore autre chose avec, et on peut démultiplier comme ça le nombre de sollicitations. Vous voyez qu'un quart des utilisateurs sur ce graphique, en fait, consultent leur smartphone encore 5 minutes avant de se coucher le soir. Vous avez à peu près un cinquième qui le consulte dès le matin. Pour certains, c'est même la première action de leur journée, en fait, le matin. Donc, face à cette évolution quasi exponentielle, on a vu des utilisations des écrans, quelle est la perception dans la population générale? En fait, si on se réfère aux différentes études récentes réalisées, le ressenti est plutôt positif. Alors, voilà. Vous avez ici les infos issues du baromètre 2021 du numérique du Crédoc. 63% des Français estiment que Internet a un impact positif sur leur vie personnelle, et 71% des personnes, des actifs occupés également. Enfin, 68% des Français estiment que l'accès à Internet est important pour se sentir intégré dans la société. Bon. Parmi ces points positifs, effectivement, il y a beaucoup d'éléments. On peut noter l'accessibilité immédiate et gratuite, nomade à l'information, à la communication,
les possibilités de développer des facultés d'apprentissage, d'indépendance, l'ouverture à la culture, à la connaissance. Il y a même de plus en plus d'utilisation thérapeutique aux outils numériques, la prise en charge de certaines phobies, de certaines formes de schizophrénie, ou encore l'amélioration de certains troubles neurocognitifs qui peuvent utiliser ces outils. On va regarder un peu plus maintenant ce qu'il en est dans le monde de l'usage du numérique au travail. Pour cela, on a fait passer un questionnaire à un certain nombre certains participants d'ailleurs aujourd'hui ont répondu à ce questionnaire. Le questionnaire a été envoyé à l'ensemble des employeurs du département et un petit peu au-delà. Donc, à la question, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on évoque le terme numérique dans votre entreprise et établissement? Voilà ce qui ressort de ce questionnaire. Vous avez 3 mots qui ressortent en premier: rapidité, ordinateur et télétravail. Je pense que le mot télétravail, si on avait posé cette question il y a un an, ne serait peut-être pas forcément ressorti de cette manière-là. Alors, le terme numérique dans votre entreprise évoque quelque chose de positif ou de très positif pour 76% des répondants. Mais il y a un autre élément à la fois que je trouve intéressant qui montre souvent ce qu'on va voir, c'est qu'il y a beaucoup d'ambivalence dans l'utilisation de tous ces outils. C'est quand même pour un quart, c'est à la fois positif et négatif. Alors, personne n'a répondu négatif, par contre très négatif. De la même manière, est-ce que le numérique représente plutôt une source d'opportunité? C'est vrai pour pratiquement la moitié des répondants au questionnaire, mais vous avez également 38% qui disent que c'est à la fois une source d'opportunité et un risque pour la santé. Voyons maintenant sur cette diapo avec ces deux questionnaires, en fait, l'illustration de ce que j'appelle l'effet Covid. Donc la première, comment vous sentez-vous vis-à-vis de l'usage du numérique dans votre vie professionnelle? On voit qu'en fait, il y a une sorte d'aversion de majorité. Avant Covid, 68% n'étaient pas à l'aise, ils ne sont plus que 41% après Covid. Et concernant l'usage numérique dans les entreprises de l'établissement, c'est pareil. En fait, les personnes qui ont répondu à ce questionnaire estimaient que leur entreprise ou leur établissement n'était pas vraiment avancé à 72% avant le Covid, mais il est maintenant à 51% considéré comme étant avancé. Enfin, le numérique est responsable d'une amélioration ou d'une dégradation auprès des travailleurs de votre structure. J'ai mis en avant les réponses qui ont obtenu le plus de 50% par rapport à toute une liste de propositions qui étaient faites sur ce questionnaire. Donc, amélioration du reporting, amélioration des conditions matérielles de travail, amélioration de la qualité des informations reçues. Par contre, les personnes qui ont répondu notent une dégradation du dialogue social, dégradation de la charge de travail et une dégradation de l'équilibre vie privée et vie professionnelle. À la fin de ce questionnaire, on posait un peu la question de savoir qu'est-ce que l'on pouvait proposer. Mais vous, qu'est-ce que vous, en tant qu'utilisateur au quotidien dans votre travail, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour aider les salariés à mieux travailler avec le numérique? Certains éléments ressortent en priorité des nouveaux modes de management, c'est ce qui ressort en premier. Ensuite, la réglementation avec le droit à la déconnexion. Vous savez que ce droit existe depuis 2016. Et également la notion de participative, faire participer les salariés aux prises de décision. Ce sont les 3 éléments qui sont considérés comme prioritaires. Il y en a 2 autres qui arrivent après qui sont considérés comme importants, c'est la formation, former au numérique, et le développement du télétravail. Voilà, donc en gros, la réponse à ce questionnaire. Ensuite, on va aborder maintenant l'impact sur la santé. Avant vraiment de rentrer dans le cœur du sujet de cet impact sur la santé, j'aimerais aborder quelque chose qui est la notion de chamboulement en fait, entre vie privée et vie professionnelle. Parce qu'avec le numérique, les frontières s'estompent très vite. Mais là aussi, on a des réactions que je trouve assez ambivalentes, mais assez intéressantes à analyser. Lorsque l'on parle de travail chamboulé par le numérique, on se demande. Alors ça, c'est un sondage qui a été fait auprès de chefs d'entreprise, qui date un petit peu, qui doit dater de 2017. 300 chefs d'entreprise, on se pose la question, est-ce qu'avec les nouveaux moyens de communication, vos salariés consacrent davantage de temps à leurs affaires personnelles sur le lieu de travail ou à travailler pendant leur temps libre? Et on voit qu'ils répondent à pratiquement 50% que les salariés consacrent davantage de temps à leurs affaires personnelles sur leur lieu de travail, mais également à près de 60% à travailler pendant leur temps libre. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui devient un petit peu une réalité, ce flou qu'il y a de plus en plus entre vie privée et vie professionnelle.
Et la diapo suivante illustre un petit peu ce que j'appellerais un peu le côté un peu ambivalent de ça. Ça, c'est encore une fois issu du baromètre numérique 2021, où les études numériques qui sont à la fois responsables de ce blurring, enfin, de ce flou entre vie privée et vie professionnelle, en fait, est aussi perçu et considéré comme étant un outil qui permet de mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Et vous voyez que ça a évolué depuis 2013. En 2013, cette conciliation intéressante était à 42%. En 2020, elle est passée à 58%. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'ambivalence, je trouve, sur l'utilisation des outils. Alors, vous avez vu, de la mesure où on a affaire à des outils qui sont maintenant quasi indispensables, des outils qui sont disponibles, des outils de rapidité, évidemment, c'est très vite posé la question des addictions. Ce sont des outils aussi qui créent des interactions sociales, qui créent du plaisir, qui créent du stress. Et donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'on ne risque pas de devenir dépendant? Cette question, elle est pas récente. En fait, on s'est posé la question déjà dès les années 90. En fait. Mais il faut savoir que même si depuis les choses ont bien évolué, c'est toujours en débat. En fait. Alors, pour mieux comprendre ce qu'il en est, je voudrais d'abord aborder ce qu'on appelle le concept d'addiction de manière générale, avant de rentrer dans tout ce qui peut toucher au numérique. Donc, le concept d'addiction, en fait, c'est un processus qui est complexe, qui est multifactoriel, qui est à la fois médical, psychologique et social. On ne peut pas parler d'addiction si on n'aborde pas ces trois champs. Dans ce processus, on retrouve une consommation de substances, ça c'est ce que tout le monde connaît en général, ou un comportement avec des fonctions bien précises. Elles sont doubles. On peut des fois commencer par l'une, finir par l'autre, ou inversement. La première fonction, c'est se procurer du plaisir. Et la deuxième fonction, c'est soulager une souffrance intérieure. Bon, ça, j'allais dire, ce sont des modes de fonctionnement qu'on va voir assez fréquemment. Quand est-ce qu'on va commencer à parler d'addiction? C'est quand il y a une notion très importante qui est la notion de perte de contrôle. La perte de contrôle, en fait, c'est l'échec répété de stopper ou de réduire la consommation ou le comportement. S'il n'y a pas cette notion de perte de contrôle, on ne peut pas vraiment parler d'addiction. L'autre aspect, c'est la poursuite du comportement ou la poursuite de ces consommations malgré la connaissance des conséquences négatives. On continue à consommer, on continue à utiliser alors que l'on sait très bien que l'on se fait du mal. Alors, qu'en est-il par rapport à l'utilisation des outils numériques? Vous verrez qu'il y a énormément de termes qui fleurissent. On parle de cyberaddiction, on parle d'hyperconnexion, hyperconnectivité, technodépendance, cyberdépendance. Enfin, il n'existe pas au stade actuel de nos connaissances vraiment de consensus scientifique pour la désigner comme une addiction au sens strict médical du terme. Si on regarde les études actuellement qui ont été mises en place, en fait, sur le sujet, la cyberdépendance concernerait entre 1% et 18% des utilisateurs d'outils en Europe. Vous voyez que ça en passe de 1 à 18%. Ça prouve bien que pour l'instant, il n'y a vraiment pas de consensus, que ce soit sur la durée d'utilisation, sur l'impact sur le cerveau, sur un certain nombre de choses. Là, pour l'instant, c'est encore, alors ça, on laisse ça aux spécialistes. Hein, mais, bon, ceci étant posé, il existe quand même toutefois un consensus sur un certain nombre de choses. Donc, le consensus vient sur les trois choses que j'ai affichées là, que je vais détailler. En premier, ce qu'on appelle l'addiction sûre, c'est-à-dire que les outils numériques, en fait, sont des vecteurs d'addiction comportementale. C'est-à-dire il s'agit de la reproduction d'un comportement addictif particulier que la personne effectue également en dehors du web, on va dire. Hein. Donc, clairement, vous avez l'addiction au travail, l'addiction au jeu, l'addiction au sexe. Vous avez les achats compulsifs qui sont des addictions qui existent indépendamment de l'outil. Évidemment, l'outil, dans ce cadre-là, joue un rôle de catalyseur très puissant. Vous avez une seconde notion d'addiction qui est en fait l'addiction à. Donc là, on parle vraiment d'addiction spécifique sur les outils numériques. Donc là, encore une fois, c'est toujours débattu. Moi, je me suis servi d'une étude en fait qui correspond en fait au motif de consultation chez les addictologues par rapport à des éléments qui ne pourraient être liés qu'à l'utilisation des écrans. Et en fait, ce qui ressort en premier, ce sont des jeux de rôle multijoueurs. Donc là, on est un petit peu loin du monde du travail. Mais vous avez en deuxième l'utilisation des réseaux sociaux. Et également les sites de divertissement en streaming. Bon, les plateformes de streaming, alors que ce soit les plateformes bien connues, style Netflix ou autres, mais également des plateformes comme Twitch ou parfois également YouTube. Enfin, YouTube, c'est moins streaming, mais ça peut arriver aussi. Voilà les trois éléments que l'on retrouve et pour lesquels on pourrait aborder, discuter des notions d'addiction, en fait. Et enfin, la dernière notion que je trouve, moi, intéressante, c'est plutôt ce qu'on appelle la notion d'usage compensatoire. Les personnes qui vont sur le web vont aller sur le web pour échapper à des problèmes de la vie hors ligne. Ils peuvent aller aussi sur le web
par rapport à leur manque de stimulation sociale pour atténuer leurs troubles de l'humeur, leurs problèmes de santé. Elles cherchent alors à se socialiser par l'intermédiaire de ces outils numériques, hein, par exemple sur des jeux en ligne, dans les réseaux sociaux, etc. Alors, bon, dans certains cas, les résultats sont positifs. Hein, ces personnes se sentent effectivement mieux parce qu'elles vont obtenir les réponses et les stimulations sociales désirées. Mais dans d'autres cas, les résultats sont plutôt négatifs dans la mesure où elles deviendraient, alors entre guillemets, dépendantes pour obtenir satisfaction et stimulation sociale. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, de telles pratiques ne constituent pas une réelle dépendance au sens pathologique du terme, parce qu'il manque encore un certain nombre de critères, je ne rentrerai pas dans les détails, hein, mais il manque encore un certain nombre de critères nécessaires à un diagnostic d'addiction, notamment les critères compulsifs, etc. Il y a un certain nombre de choses qui sont toujours en débat. Bon, voilà, donc c'est assez court, en fait, j'allais dire, sur le risque addictif. Par contre, là, maintenant, j'aimerais déborder un peu sur tout ce qui est autre risque pour la santé lié aux écrans. Parce qu'en dehors du risque addictif, les écrans sont responsables d'autres problèmes qui, eux, par contre, sont maintenant bien étayés par de nombreuses études. Donc, je vais d'abord aborder le point sur le sommeil. Alors, il existe un impact sur la qualité du sommeil. Il y a une augmentation du temps d'endormissement qui est liée à la réduction de la production de mélatonine. Vous avez un autre aspect qui est le retard de l'heure du coucher lié à l'utilisation en fait, des écrans. En fait. Mais la production de mélatonine, la lumière bleue qui vient des téléphones, en fait, des téléphones et des autres écrans, hein, des écrans LED, en fait, est un facteur qui va réduire de manière importante la qualité du sommeil. Je vous rappelle le rôle majeur du sommeil dans de nombreux phénomènes, hein, dans la concentration, l'apprentissage, la mémorisation, mais aussi dans tout ce qui est immunité, métabolisme, en fait. Hein. Et enfin, plusieurs recherches récentes montrent également que le manque de sommeil perturbe la réactivité de certains circuits cérébraux qui sont impliqués dans la gestion des émotions. Donc, l'usage des écrans a un impact vraiment réel sur la qualité et la quantité du sommeil. Vous avez également tout ce qui tourne autour des troubles attentionnels. C'est ce qu'on appelle l'attention multitâche. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans la matinée. Lors des activités sur écran, le cerveau peut être attiré par des sources d'informations plurielles et aura du mal à se focaliser sur une dimension particulière. Et un usage trop exclusif peut créer ce qu'on appelle une pensée un peu zapping, qui est rapide, superficielle et qui risque à terme d'appauvrir à la fois la mémoire et les capacités de synthèse. Vous avez également quelque chose sur lequel je vais m'appesantir un peu plus longtemps parce que on va toucher à tout ce qui sort de la sphère en fait, de ce qu'on appelle les troubles anxieux, les troubles phobiques. Là, le lien avec les addictions, il est parfois un peu possible, hein, effectivement. Donc, vous avez un certain nombre de syndromes anxieux qui ont été décrits et qui sont clairement liés à l'utilisation des outils numériques, en fait. Voilà. Alors, le trouble anxieux, déjà de base, j'allais dire, c'est ce qu'on appelle les notifications et les alertes, qui peuvent être en elles-mêmes déjà anxiogènes. Donc, là, je vais aborder 3 troubles anxieux spécifiques et leur mécanisme, donc, qui, comme je l'ai dit, est proche des addictions. Alors, le FOMO, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un acronyme en anglais, Fear of Missing Out. Il peut exister chez certaines personnes une quête qui devient obsessionnelle, une quête obsessionnelle permanente chez des personnes hyperconnectées d'être informées. Et apparaît derrière cette quête obsessionnelle une peur de rater l'information. Ce phénomène a été nommé donc le FOMO. C'est une forme d'anxiété sociale, en fait, hein, qui est caractérisée donc par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou une occasion d'interagir socialement. Cette peur, évidemment, est particulièrement bien nourrie par les réseaux sociaux. Vous avez en deuxième ce qu'on appelle l'atasagoraphobie. Hein, derrière ce nom un petit peu barbare se cache un peu le pendant ou l'inverse du FOMO. On est plutôt dans le registre de la dépendance affective. La personne qui est atteinte d'atasagoraphobie, en fait, elle a peur d'être oubliée. Elle a peur d'être oubliée sur les réseaux, en fait. Donc, elle a besoin d'être rassurée en permanence. Et cet effet de réassurance, il se fait sur les réseaux et sur Internet. La phobie de ne pas recevoir de SMS, la phobie de ne pas recevoir un appel, la phobie de ne pas recevoir de likes ou de commentaires sur les réseaux. Cette phobie est responsable souvent de mauvaises interprétations des signaux et est inducteur d'un fort stress. Derrière tout ça, évidemment, ça peut témoigner d'un problème de manque d'estime de soi ou d'immaturité affective, hein, mais c'est aussi un petit peu une réalité. Enfin, la troisième, qui est la plus détaillée, c'est ce qu'on appelle la nomophobie. C'est un peu plus spécifique à l'utilisation des smartphones. En fait, c'est une crainte excessive à l'idée d'être séparé de son smartphone.
Selon les études, elle concernerait entre 20 et 50% des utilisateurs. Là, vous trouverez un peu tous les chiffres. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de questionnaires qui existent sur la nomophobie, parce que c'est très subjectif comme retour, hein, en fait. Voilà, là, par exemple, sur l'étude que je vous montre, on parlerait de 75% des 18-25 ans qui seraient nomophobes. Alors attention, hein, ces chiffres, hein, c'est pas. Mais par contre, c'est une réalité, en fait. Hein. Vous avez un certain nombre de comportements qui sont liés à cette crainte d'être déconnecté parce que ça devient envahissant. Ça devient un problème quand ça devient envahissant et que ça perturbe le reste de nos activités. C'est là où ça peut rejoindre un peu les problèmes d'addiction. C'est-à-dire on a la crainte du manque et on est constamment concentré. Toute notre attention tourne autour de l'outil et de l'utilisation du téléphone jusqu'à en oublier nos tâches quotidiennes habituelles. Il existe même un évitement des situations susceptibles d'être privé de son smartphone. En fait, des difficultés à s'impliquer dans les tâches par crainte de déconnexion, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui maintenant est bien documenté. Il y a maintenant un questionnaire qui a été mis en place et qui est standardisé pour pouvoir repérer à quel degré de nomophobie nous sommes. Alors, FOMO, atasagoraphobie et nomophobie, comme tous les autres les troubles anxieux, en fait, en termes de santé, sont susceptibles d'impacter la santé physique. Donc, avec des manifestations chez certaines personnes, comme des sueurs, sécheresse buccale, tachycardie, oppression thoracique, nausées, douleur abdominale. Et chez certains, ça peut aller jusqu'à l'attaque de panique. Je ne peux pas vous donner de données chiffrées sur le pourcentage de la population, hein, comme je vous l'ai dit, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus documenté et qui est une réalité, en tout cas, dans les cabinets de consultation. Après les troubles anxieux, vient un petit peu la notion de troubles dépressifs. Bon, là, il existe une corrélation entre le temps passé sur les écrans et les troubles dépressifs. Donc, c'est une corrélation. Hein. La question derrière, c'est est-ce que c'est parce qu'on est dépressif qu'on trouve un moyen dans l'hyperconnexion de réduire sa souffrance, ou est-ce que c'est l'hyperconnexion qui va entraîner une dépression? Ce n'est pas tranché, mais il y a des études récentes. Une étude notamment publiée en 2019 chez des adolescents qui met en évidence un lien qui est significativement fort entre l'usage excessif d'un smartphone, et en particulier des réseaux sociaux, et l'apparition de symptômes dépressifs et de sentiments de solitude. Ces résultats montrent en fait que l'usage excessif du smartphone, cette fois-ci, prédit directement des symptômes dépressifs ultérieurs. Et donc là, on est dans une conséquence directe. Hein. Il n'y a pas qu'une corrélation dans cette étude. Donc il nécessite peut-être d'aller un peu plus loin, mais il y a plusieurs signaux qui tendraient à montrer que le temps passé sur les réseaux sociaux pourrait induire chez certaines personnes plus ou moins prédisposées, bien sûr, des troubles dépressifs. Voilà pour tout ce qui touche un petit peu à la santé mentale. Mais on a également un risque important qu'il ne faut pas négliger, c'est celui lié à la sédentarité. Parce que l'utilisation des outils numériques fait qu'on est beaucoup plus sédentaire. Alors, je parle de sédentarité secondaire liée à l'usage des écrans. Parce que ça veut dire que ces chiffres sont indépendants de tous les autres facteurs de risque, comme l'âge, le sexe, le tabagisme, etc. Les autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète. En fait. Si on passe plus de 4 heures par jour assis devant un écran, on augmente de 10% son risque de mortalité globale. On augmente de 15% son risque de maladie cardiovasculaire et, comme je l'ai dit, une augmentation de l'obésité et du diabète. Alors, quelles sont les hypothèses, puisqu'on a éliminé, on va dire, les autres facteurs de risque qui sont connus liés à la sédentarité? Une des hypothèses principales, c'est que la position assise prolongée provoque au niveau musculaire des troubles métaboliques et notamment des réductions d'activité ou des sécrétions d'activité enzymatiques qui ont un rôle dans le captage des graisses. De plus, le stress généré par l'utilisation des outils, évidemment, va perturber le cycle du cortisol et la sécrétion d'insuline, la régulation de la tension artérielle. Ça, c'est des effets qui rejoignent un petit peu les effets du stress en général. Et vous avez également l'usage des écrans. Alors ça, c'est assez intéressant, c'est assez récent comme approche. Encore une fois, l'exposition aux lumières artificielles perturberait la régulation hormonale, notamment la régulation de la satiété et le souvenir d'avoir mangé. Ce qui dérégule. Alors, je ne parle pas du grignotage, parce qu'il y a déjà effectivement le côté grignotage devant les écrans qui n'est pas forcément terrible non plus, mais en plus, il y aurait cet impact sur la perception de la satiété. Ensuite, vous avez tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Là, je ne reviens pas, c'est les postures prolongées assises, évidemment, peuvent déclencher des troubles musculo-squelettiques qui vont affecter principalement les muscles et tendons de la région lombaire, de la région cervicale, des épaules, des poignets et des mains. Je passe, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus. Revoilà la lumière bleue en parlant du risque ophtalmologique. Donc, la lumière bleue est clairement aussi à l'origine de problèmes de toxicité directe pour la rétine, à deux niveaux. Il y a des effets qu'on appelle phototoxiques, on va dire sur une exposition aiguë à court terme,
en fait, il va y avoir une inflammation, un œdème, une atteinte des cristallins qui sont réversibles. Mais par contre, il y a des effets à long terme, en cas d'exposition chronique à ces lumières bleues, avec un risque majeur qui, a priori, est démontré maintenant de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Voilà. Après, je passe également sur l'exposition aux écrans qui peut être source de troubles visuels, de type d'inconfort, de sécheresse oculaire, parce que quand on regarde des écrans, on cligne moins les yeux. Donc, il y a un dysfonctionnement lacrymal, une diminution de la fréquence des clignements. Voilà. Et des études récentes montrent également une augmentation des risques de myopie, notamment, encore une fois, chez les plus jeunes, parce que l'utilisation prolongée des écrans est caractérisée par un soutien de l'attention visuelle et du regard, avec une concentration du regard fixe, en fait, qui peut entraîner une fatigue visuelle importante et des difficultés d'accommodation. Donc, le fait qu'on passe plus de temps à regarder les écrans plutôt qu'à regarder les oiseaux dans le ciel a un impact aussi sur le développement de la myopie. Enfin, je ne peux pas ne pas aborder le point sur le rayonnement électromagnétique, mais je vais tracer rapide aussi, parce que là, c'est assez controversé aussi. Je vous donne des infos telles qu'elles sont actuellement dans l'état des connaissances de la science, en fait. Il faut savoir que les rayonnements électromagnétiques sont classés par l'OMS comme potentiellement cancérigènes chez l'homme. Alors, dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de risque majeur identifié. Mais si on veut être vraiment précis, il existerait un éventuel risque de gliome. Gliome, c'est une tumeur cérébrale qui est observée à très long terme chez des personnes qui utiliseraient leur téléphone portable de façon importante. Mais l'utilisation du téléphone portable, j'allais dire à l'ancienne, c'est-à-dire collé à l'oreille, pendant plusieurs heures par jour et plusieurs années. C'est pour cela que l'OMS a classé les rayonnements électromagnétiques issus de ces appareils comme étant potentiellement cancérigènes pour l'homme. L'autre notion, c'est la notion d'électrosensibilité électromagnétique. À ce jour, aucune étude n'a permis de mettre en évidence un lien réel de causalité entre des symptômes réels, pourtant qu'ont des personnes qui disent souffrir d'hypersensibilité électromagnétique et leur exposition. Donc pour l'instant, c'est toujours en débat. Un autre aspect, évidemment, c'est le risque accidentel. Je ne reviens pas, enfin, je vais aller assez vite là-dessus, en fait. Donc, vous avez quand même une personne sur deux qui déclare lui arriver d'utiliser son smartphone en conduisant. Le risque au volant est multiplié par 3. Envoyer un SMS quand on conduit, on multiplie par 23 le risque d'accident. Donc là, on parle de l'utilisation du téléphone en conduisant, mais vous savez, 26% des automobilistes qui vont répondre à une notification ou une alerte qui vient de leur téléphone tout en conduisant. 5% vont le faire immédiatement, et parmi ces 26%, et 21% vont le faire lorsqu'ils s'estiment eux-mêmes pouvoir le faire en toute sécurité, mais toujours en conduisant. Le risque accidentel, vous avez les urgences, une étude intéressante américaine sur les urgences orthopédiques qui montre une augmentation depuis 20 ans de 2900% de tout ce qui est passage aux urgences traumatologiques associées à l'usage de smartphones. Les chutes, se cogner dans des poteaux, tomber, etc. Enfin, voilà, trébucher. C'est vraiment des choses qui sont quand même très, très, très fréquentes. Et vous avez quelque chose qu'on appelle les zombies. Vous avez peut-être entendu parler, c'est un mot valise. Il y en a beaucoup des mots valises dans le milieu du numérique. C'est un mot valise, c'est la contraction de smartphone et de zombie. Et selon une étude qui date maintenant de 2014, qui a été menée dans plusieurs capitales européennes, vous avez près de 20% des piétons qui auraient un comportement à risque avec leur smartphone. En gros, ils font ce qu'il y a sur l'image, ils ne lèvent pas les yeux de leur smartphone lorsqu'ils marchent. À tel point que dans certains pays, ce comportement dangereux, en Allemagne, en Autriche et en Australie, ils ont mis en place des feux clignotants intégrés à la chaussée, au sol, pour que les gens, quand ils sont penchés en avant, puissent voir les signaux et traverser en toute sécurité. En Chine, ils ont même mis en place des voies piétonnes exclusivement réservées aux utilisateurs de portables. Et en Corée, un pays très très connecté, vous avez carrément sur votre smartphone l'alerte géolocalisation comme quoi vous êtes à côté d'un feu et qu'il va passer au vert ou il va passer au rouge. En fait. Voilà, pour info. Rapidement, et je termine là-dessus, vous avez ce qu'on appelle le risque social. Donc, on en parlera un peu après, j'imagine. Mais bon, les sujets hyper connectés peuvent avoir tendance à se replier sur eux-mêmes, se couper du réel au profit du monde virtuel, et du coup de se désintéresser des relations avec leurs proches, en fait. Ça peut aussi mener à des problèmes addictifs ou à des problèmes dépressifs. Bon, après, encore une fois, inversement, je l'ai dit, une personne introvertie ou dépressive pourrait trouver dans l'usage de ces outils un moyen de soulager ses souffrances. Tout est une question, encore une fois, de mesure. Un mot rapide sur le cyberharcèlement. En fait, bon, il est puni par la loi au même titre que le harcèlement, j'allais dire, classique en entreprise. À part qu'il y a quelques particularités, notamment pour les auteurs, un plus grand sentiment d'impunité, puisque derrière l'anonymat des écrans, c'est plus facile.
Il y a une absence de limite temporelle, on peut harceler quelqu'un 24 heures sur 24, et puis il y a la rapidité de la dissémination de l'information, qui font que le cyberharcèlement et parfois, des fois, les répercussions sur la santé peuvent être des fois beaucoup plus importantes. Dernière chose également, encore une fois, un mot valise anglais, le phubbing, qui est formé à partir du mot phone et snubbing, qui signifie snobber. On pourrait le traduire par le télésnobisme. En fait, de quoi on parle? C'est l'acte d'ignorer les personnes qui sont physiquement présentes autour de nous, tout en consultant son téléphone plutôt que de communiquer avec elles. Bon, là, je pense tous vécu, parfois peut-être infligé. Donc, au travail, les réunions peuvent être polluées par cette tendance à la dispersion numérique. Donc, pour la personne télésnobée, des fois, ça peut être un peu frustrant de se sentir moins important qu'une notification. Bon, et on finira peut-être par... Ça risque de perturber effectivement les relations sociales de l'entreprise. Faut savoir que le comportement petit bémol, le comportement d'un télésnobber peut aussi être un indicateur de troubles anxieux, dépressifs, sous-jacents, voire peut-être de problèmes de dépendance. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous remercie et puis place aux questions, s'il y a des questions par rapport à cette présentation. Oui, Olivier, j'aurais deux questions, deux notions à aborder. Lorsque tu as défini les addictions, tu as abordé la notion de répétition. Est-ce que Oui. tu pourrais préciser cette notion de répétition? Et la deuxième question concernerait la taille des écrans. En fait, voilà, est-ce qu'il y a un lien entre la taille des écrans et les effets négatifs sur la santé? Alors, pour répondre déjà le problème de répétition. La répétition, en fait, je ne suis pas trop rentré dans les définitions précises en addictologie. La répétition, elle est liée au fait que quand on cherche à calmer ses souffrances ou qu'on cherche à se faire plaisir avec des substances addictives ou des comportements addictifs, on va répéter. Parce que si ça nous fait plaisir ou si ça nous calme, on va les répéter progressivement. Derrière cette répétition, il y a une notion qu'on appelle la tolérance. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour avoir les mêmes effets, il faut augmenter les doses. Et donc, c'est difficile de dire quelle est la notion de répétition, mais elle est importante. Mais elle n'est pas standardisée. On ne peut pas dire ça va être tant. Ça va être, en fait, il faut se rendre compte au bout d'un moment, lorsqu'on commence à être dans l'usage des écrans, par exemple, à être de plus en plus, avoir besoin de plus en plus de passer du temps tous les jours, et surtout quand ça se fait au détriment du reste de nos activités, par exemple. Concernant la taille des écrans, non, c'est l'intensité. C'est l'intensité lumineuse plutôt que la taille des écrans. Alors évidemment, si vous avez un écran de 30 pouces par rapport à un smartphone, mais la différence, c'est que votre écran de 30 pouces, il sera à plus de 50 cm, et donc il va probablement émettre moins de lumière bleue que votre smartphone que vous avez mouliné. En fait, le soir, couché dans votre lit avec le smartphone, je pense que là, vous avez peut-être plus de risques qu'un écran qui est loin. Parce que y a un effet distance, je ne l'ai pas dit, mais si on est éloigné de plus de 50 cm des écrans, l'effet toxique de cette lumière bleue diminue. Donc, après, sur les règles de prévention par rapport à ça, sur la lumière bleue et les écrans, évidemment, l'idéal, ce serait pas d'écran dans les 2 heures avant de coucher, la distance à plus de 50 cm et utiliser, si possible, des lunettes avec des filtres contre la lumière bleue. Si vous portez vous-même des lunettes pour des corrections, vous trouvez ça, donc, tous les opticiens proposent maintenant, c'est ce qui donne un petit peu des reflets violets sur des lunettes. Hein. En fait, c'est des filtres qui vont filtrer la lumière bleue. Mais si vous n'avez pas besoin de correction, il existe des filtres, des lunettes avec des filtres bleus sans correction optique. Vous pouvez trouver, il y a des revendeurs spécialisés là-dessus. Ce que je conseille à personnellement, à toutes les personnes qui travaillent plus de 4 heures par jour sur les écrans, c'est d'utiliser systématiquement ce type de lunette. Très bien. Et j'ai une dernière question. Enfin, je la découvre un petit peu en même temps. Est-ce que les risques sont différents en fonction des générations? Est-ce que l'expérience, alors on parle d'expérience acquise par les jeunes générations, au contraire par les effets conjugués du vieillissement? Est-ce qu'il y a une différenciation entre les jeunes et les moins jeunes concernant le risque addictif à l'outil numérique? Alors, c'est pareil, c'est difficile de répondre à cette question parce que déjà, on n'est pas. Les digital natives, ça fait 20 ans et on ne peut pas comparer un effet enfin, il peut y avoir un effet générationnel, mais pas forcément un effet lié à l'âge, parce qu'on n'a pas tous été exposés au cours de notre vie de la même manière aux écrans. Donc c'est très compliqué de répondre à ça. Ce qu'on sait, c'est que l'utilisation des écrans, alors il y a des études aussi là-dessus, mais je pense que M. Dumas peut-être en parlera, sur la neuroplasticité, que chez les plus jeunes, il y aurait une neuroplasticité qui soit différente. Mais bon, cette neuroplasticité qui est liée au multitâche, qui est liée à plein de choses, en fait, je dirais la neuroplasticité, on en a tous en fonction de ce qu'on fait. Est-ce qu'elle est positive, négative, ça, je ne sais pas.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un effet générationnel, c'est-à-dire en fait on dit ils sont nés avec un écran dans les mains, est-ce que c'est mieux, pas mieux? Je ne sais pas, je ne saurais pas trop répondre à ça. Très bien. Peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, sinon vous pouvez les ajouter par chat. On peut se faire une pause de 5 minutes avant de poursuivre. Il y a une question, pardon. N'y a-t-il pas plus simplement de paramétrage des écrans pour limiter ou éliminer la lumière bleue? Sur le Samsung, c'est le cas au moins. Oui, moi sur l'iPhone aussi, c'est vrai, je peux aussi mettre un peu plus jaunir l'écran en fait le soir, apparemment, Oui. et on peut régler l'horaire. Après, je ne sais pas, Olivier, peut-être. Certains téléphones permettent effectivement d'atténuer les lumières bleues. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser une lumière bleue que l'on sait toxique? Parce que, en fin de compte, c'est ce qui permet d'économiser l'énergie. Si on veut avoir une belle image sur les beaux écrans LED qu'on a actuellement, en fait, pour avoir ces beaux contrastes, cette bonne luminosité, il faut que le spectre lumineux contienne beaucoup de lumière bleue. Et en plus, le fait qu'il contienne beaucoup de lumière bleue, ça fait que l'énergie qu'il faut pour allumer une LED, elle est très basse. Donc, ça veut dire que la durée de vie de vos batteries, elle est plus longue, mais par contre, la durée de vie de vos yeux, elle est peut-être un peu moins. Parce qu'on pourrait se passer, hein, on se dit, on voit de la lumière blanche, pourquoi est-ce qu'il faut autant de lumière bleue? Mais la raison des techniques derrière. En fait. Est-ce que je pourrais poser rapidement une petite question? Justement, oui. Par rapport à votre intervention, je reprends juste mes notes, moi, je vous remercie beaucoup, c'est éclairé justement, pas forcément bleu, mais en fait, puisque le numérique est à ce point présent dans nos vies, c'est ce que vous nous avez dit et montré objectivement avec des faits, et à tel point que vous avez parlé d'identité numérique à un moment dans votre exposé. C'est-à-dire que, si je comprends bien, c'est devenu un autre organe, en tout cas ce par quoi passe notre rapport aux autres, au monde, etc. Donc, si ça, à ce point-là, maintenant, consubstantiel, sont partie de l'identité de l'individu, est-ce qu'on peut encore parler d'addiction? C'est une bonne question, oui. C'est vrai que c'est pas... est-ce que ça devient presque naturel, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Consubstantiel, en tout cas. Oui, c'est ça. Ça fait partie des questions en débat aussi, liées à cette notion d'identité numérique, en fait, effectivement. Okay. C'est pour ça que pour l'instant, dans le milieu des spécialistes en addictologie, ils se disent tous les outils numériques ne remplissent pas les cases et tous les critères. Si on reprend les critères historiques des addictions, on peut, sur un premier niveau, vous savez qu'on est dans une société, on dit qu'on est dans une société addictogène, on est addict à tout, on est addict au chocolat. Effectivement, si on reprend les critères de base, je veux dire la répétition du comportement, le fait que quand on arrête, on n'est pas bien, et le fait qu'on ait envie de reprendre ce comportement, on peut coller ça sur plein de comportements et sur plein d'activités. Sauf que derrière, il y a aussi quand même un impact sur le cerveau, et puis il y a surtout la notion d'impact négatif quand on arrête, mais vraiment un impact négatif, pas juste le fait que ça me dérange un peu ou je suis un peu stressé. Il y a un impact négatif sur la santé physique, sur la santé morale, et également un impact négatif social. Je suis étonné que personne n'ait posé la question de la durée, parce que souvent c'est quelque chose qui revient assez fréquemment sur est-ce qu'à partir d'un certain degré d'utilisation on finit par devenir addict, ou est-ce qu'on est considéré comme addict à partir d'un certain nombre de temps d'utilisation? En fait, non. Tout dépend. On peut passer, je parle d'addiction, là, pas des autres risques pour la santé, mais on pourrait très bien imaginer passer 8 heures par jour sur des écrans à titre de loisir ou autre, etc. Si ça n'a pas d'impact à côté dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, extérieure, voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément non plus de notion de durée. Et à la fois, si on identifie qu'on a bien un rapport dysfonctionnel avec ces outils du numérique, comment on fait pour être aidé? On va vers qui? On s'adresse à qui? Comment on fait? Si on estime être en difficulté par rapport à l'utilisation et la gestion, il faut s'adresser aux structures habituelles de prise en charge des addictions, hein, donc France Addiction, CASA, etc., qui sont dans l'ensemble de vos départements à proximité. Il faut s'orienter vers un service d'addictologie. Malgré tout, même si on considère, parce que en fait, les mécanismes qui sont derrière restent quand même sur la prise en charge. Je ne suis pas rentré évidemment dans le soin derrière, hein, dans la prise en charge, mais les mécanismes de prise en charge derrière sont très proches également de la prise en charge en psychothérapie, en thérapie comportementale et cognitive, sont très proches de la manière d'aborder des dépendances à des produits ou à d'autres comportements. D'accord, donc on va vers la structure de soins dans son département.
pour pouvoir traiter ces problématiques comportementales. Oui. D'accord, merci. Sandrine, on fait la petite pause ?